il faut faire évoluer le système d'évaluation. La présidente, qui est anglaise, m'a dit « Est-ce que vous voulez bien répéter ?» J'ai répété en expliquant. Elle m'a dit « Excusez-moi, je voudrais vous demander de répéter. » Et puis elle s'est mise, elle a éclaté de rire, et elle a dit « Mais excusez-moi, mais c'est impensable chez nous de changer le système d'évaluation. Vous imaginez, c'est répandu dans l'ensemble du Commonwealth. Est-ce que vous pensez qu'il est imaginable de changer le système d'évaluation ?» Le lendemain, lorsque le collègue français a fait son rapport, il n'y a pas un mot de mon intervention sur l'évaluation qui a été restituée en séance plénière, alors que j'étais, de ce colloque-là, j'étais un des deux invités principaux. Il y a eu une censure de mes propositions de faire évoluer les systèmes d'évaluation. C'est vous dire comme il y a un tabou qui est un tabou excessivement profond sur les systèmes d'évaluation et notamment sur les instruments qui mesurent les performances complexes des élèves. Si l'inspecteur principal en Belgique m'a demandé d'intervenir 2 jours auprès de l'ensemble des inspecteurs du secondaire, c'est qu'il m'a dit il y a quelques semaines, tu sais Xavier, je suis désespéré, tu sais que Dieu sait si je veux pousser les épreuves d'évaluation en termes complexes dans les écoles, et je sais qu'il le veut, mais à l'université, je ne vais pas citer cette université mais il y a une université en Belgique qui est spécialiste dans les questions d'évaluation, qui est soi-disant spécialiste dans les questions d'évaluation, qui me dit « Ah oui, mais on ne peut pas évaluer sur la base de situations complexes parce que c'est pas valide. » Parce que c'est pas valide. Il n'y a que les évaluations en termes d'items, ressources qui sont valides. Alors, qu'est-ce qui se passe? La réponse à ça, c'est que je dis « Mais c'est vrai, c'est vrai. » Il faut reconnaître que l'évaluation en termes de situations complexes présente aujourd'hui certains déficits en termes de validité. On n'est pas arrivé à avoir un niveau de validité qui est équivalent au niveau de validité d'épreuves de type ressources, qui, à travers les procédures d'échantillonnage, etc., ont un niveau de validité bien supérieur, ont peut-être un niveau de validité de 95 ou 98%, alors que j'estime que la pédagogie de l'intégration n'a un niveau de validité que de 80% aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la validité n'est que le critère numéro 2 d'une évaluation. Le critère numéro 1 d'une évaluation, c'est la pertinence. Est-ce que l'épreuve teste ce qui doit être testé? Là, au niveau des items, en termes de pertinence, on est pratiquement à 0, alors qu'on est à 100% dans la pédagogie de l'intégration. Alors, est-ce que vous préférez un système qui n'est pas pertinent, mais qui a 100% de validité, ou un système qui est pertinent et qui n'a que 80% de validité? C'est là la question qu'il faut poser. Et il m'a dit, mais oui, je le sais bien, mais tu n'imagines pas comme il est difficile de faire bouger des universitaires, et comme cette université est reconnue, cette université dont la compétence est reconnue en Belgique francophone, eh bien c'est excessivement difficile. Et donc vous voyez en quoi on est vraiment... Faire bouger le système, eh bien ça prend des années et des années. Mais je ne désespère pas, vous savez, j'ai encore de longues années devant moi, grâce à Dieu, et ne croyez pas que je vais m'arrêter demain. Hein. Je reviendrai devant vous dans 2 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai encore là, et je vais continuer à travailler là-dessus. Parce que je vois les services que ça rend au système éducatif, et il n'y a pas de raison que je m'arrête dans aussi bon chemin. Voilà. Désolé pour ceux qui m'ont trop vu, hein, mais voilà, moi je continue. Mon deuxième avis par rapport aux compétences transversales, c'est que les compétences transversales, que j'appelle capacité transversale, c'est une idée géniale et que c'est quelque chose d'excessivement important. Donc, je résume je mets maintenant les 2 idées ensemble.
Pour moi, les compétences transversales, c'est quelque chose de fondamental. Mais ce que je dis, c'est que les programmes se sont trompés quand ils ont voulu entrer par les compétences transversales pour structurer les programmes. Est-ce que je me fais comprendre? Et donc, les compétences transversales, il faut les retrouver, effectivement. Il faut les travailler. Mais pas les travailler en faisant une liste et en disant tu dois apprendre à tes élèves à être curieux, tu dois apprendre à tes élèves à rechercher de l'information, tu dois apprendre à tes élèves à traiter de l'information, etc. Non. Il faut réfléchir à la manière, au statut que l'on donne aux compétences transversales. Et pour moi, la réponse que je donne, c'est les compétences transversales sont des ressources très importantes, mais ce sont des ressources. Il ne faut pas s'arrêter aux compétences transversales. Il faut les travailler, mais il faut les travailler en tant que ressources. Donc je voulais préciser ça. Et alors, la question que M. Zinabidine, c'est ça, a posée sur le CERCL, donc le cadre européen des langues, le cadre européen des langues, il y aurait énormément de choses à dire. Je vous avoue que moi-même, je suis très critique par rapport et au cadre des certifications et au cadre européen des langues. Pourquoi est-ce que je suis critique? C'est parce que pour moi, ce sont des cadres qui sont pratiquement muets sur justement cet outillage de profondeur. Et donc on parle d'autonomie, de responsabilité, etc. Moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on met derrière l'autonomie? Qu'est-ce qu'on met derrière la responsabilité? Si c'est l'autonomie pour écraser son voisin, c'est une manière de comprendre l'autonomie. Donc il faut bien savoir ce qu'on met derrière tous ces mots. Hein? Et j'ai certains doutes par rapport à ces cadres-là. Et donc, et je ne suis pas le seul à avoir un regard critique par rapport à ces cadres-là. Maintenant, ils ont leur intérêt, je ne veux pas jeter l'enfant avec l'eau du bain, hein, ils ont leur intérêt d'uniformiser les qualifications, et on en a bien besoin en Europe, mais attention à ce qu'on va en faire, et ne vous précipitez pas trop pour ne prendre ça comme référence unique, en tout cas en matière de langue. C'est un conseil que je vous donnerai. Soyez prudents. Demain, je vais former l'ensemble des coordonnateurs, des inspecteurs coordonnateurs centraux dans les disciplines non généralisées au collège, justement. Je vais passer 2 jours avec eux, et notamment les inspecteurs d'anglais, d'italien, d'espagnol, d'allemand, et je vais vraiment approfondir cette question-là avec eux, croyez-moi bien, parce qu'il faut vraiment être, à mon sens, assez prudent. Alors, Monsieur Essaoui qui a évoqué la question de toucher au programme, je m'en excuse, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, parce qu'au Maroc, on utilise le terme programme pour curricula et le terme curricula pour programme. En tout cas, j'ai une autre compréhension des choses. Quand je dis ne pas toucher au programme, je voulais dire ne pas toucher au contenu. Mais ce que vous appelez programme au Maroc est en train d'être réécrit actuellement. C'est-à-dire que tout ça, c'est en train d'être réorganisé, notamment dans une perspective de planification des apprentissages. Et vous avez raison de vous préoccuper de la question de la planification des apprentissages. Parce qu'il faut mettre en lien les apprentissages de ressources et les modules d'intégration. Il y a eu, en juillet, un séminaire de 4 semaines pour poser les bases de la planification au primaire. Je ne sais pas si vous êtes du primaire ou du collège, M. Saoui. Primaire. Eh bien, il y a actuellement des travaux qui sont en train d'être validés et qui vont progressivement être diffusés, un petit peu comme cadre, si vous voulez, pour pouvoir planifier les ressources en vue des modules d'intégration. Mais effectivement, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Donc les outils existent, mais il faut toujours un petit peu de temps, parce que la question, une fois qu'il y a des outils, est-ce qu'il faut tout de suite les diffuser avant qu'ils aient été validés, ou est-ce qu'il faut d'abord les valider avant de les diffuser? Et donc c'est ça parfois la quadrature du cercle auquel le CNIP est confronté.
je voulais vous dire aussi, vous avez raison aussi de dire qu'on aurait peut-être dû généraliser progressivement année par année. C'était ce que j'avais proposé au départ à vos responsables. Mais ils m'ont dit, mais non, on ne peut pas attendre 6 ans avant que la pédagogie de l'intégration ne pénètre l'ensemble des classes marocaines. Et j'ai dit, d'accord, on va essayer, les conditions me paraissent être, les conditions minimales me paraissent être en place pour tenter l'aventure. Mais c'est la première fois que j'accepte qu'il y ait, que ça aille aussi rapidement dans la mise en place. Généralement, c'est année par année, ou bien je propose d'introduire ça, par exemple, en première primaire et en quatrième primaire, à 2 endroits de la scolarité. Cela dit, ce que j'ai dit à vos responsables, ne vous étonnez pas que les premières années, vous ayez beaucoup de difficultés. Et il faut savoir que vous êtes dans les moments les plus difficiles de la pédagogie de l'intégration. C'est-à-dire les moments où les élèves doivent faire face à des situations d'intégration, alors qu'ils n'ont pas toutes les ressources, et ce retard dans les ressources date de 2, 3, 4, 5 années parfois. Et donc c'est parfois un retard de 5 années de ressources auxquelles il faut faire face dans les modules d'intégration. Et donc là, je vous dis, soyez patients. Ceux qui sont allés dans les classes du premier module d'intégration et ceux qui sont retournés dans les classes maintenant, ces jours-ci, pour le 2e module d'intégration, auront déjà probablement remarqué que les élèves progressent, qu'ils abordent le module d'intégration d'une autre manière. Voilà, vous avez constaté une différence. Et voilà, aujourd'hui. Eh bien, vous voyez, ce sont des choses qui sont normales. Ce sont des choses qui ont été mises en évidence dans les académies expérimentales et pour lesquelles il faut avoir un petit peu de patience. Mais c'est comme si pour le moment on était au plus mauvais moment de l'installation de la pédagogie de l'intégration. Et donc, patience, il y a toute une série de difficultés qui vont se résorber d'elles-mêmes. Alors, si Hamdi, qui évoquait aussi, oui, c'est Hamdi, vous évoquiez le fait que les élèves manquent de ressources, donc je viens de répondre à cette question. Et alors vous posez la question très importante du hors-sujet. Et je voudrais m'y arrêter un petit moment à cette question du hors-sujet. La réponse que je donne est la réponse suivante. Pour moi, tous les hors-sujets ne doivent pas être mis sur le même pied. Quand vous proposez à des élèves une situation qui parle des méfaits du tabac et que l'élève vous propose un texte dans lequel il vous raconte ses vacances à la plage, eh bien, pour moi, c'est un hors-sujet qui est inacceptable. Et ce hors-sujet devrait être sanctionné de manière rigoureuse au niveau du critère de pertinence. Et comme le critère de pertinence est un critère minimal, c'est un élève qui en aucun cas ne peut réussir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des aspects à valoriser. Il n'aura pas 0 sur 10, mais il aura 3 ou 4 sur 10, parce qu'il y a des aspects de langue qui peuvent être valorisés. Maintenant, un élève qui commet un hors-sujet, mais qui, malgré tout, parce que par exemple il interprète mal un support, mais qui malgré tout développe quelque chose qui est en lien avec le sujet, mérite d'être valorisé, y compris sur le critère de pertinence. Parce que il se peut qu'un élève voit par exemple une situation sur les méfaits du tabac, et que ça évoque chez lui, je ne sais pas moi, peut-être son grand-père qui est mort à cause des méfaits du tabac, qui voit son grand-père sur le lit de l'hôpital, et qui va parler de son grand-père qui est en train de mourir parce qu'il a trop fumé. Eh bien, pour moi, c'est un hors-sujet qui mérite d'être pris en considération. Et donc, la question du hors-sujet est une question qu'il faut traiter avec un peu de doigté. Hein, mais je crois qu'avec un peu d'habitude, vous allez vite vous rendre compte quels sont les véritables hors-sujets qu'il ne faut pas accepter
en tout cas au niveau du critère de pertinence, et quels sont les hors-sujets qui méritent d'être pris en considération. Alors, Monsieur Zaroudi, vous posez des questions aussi pour moi très, très pertinentes, et vous posez la question qui me met un peu, qui me coince un petit peu, je dois vous dire, mais vous êtes journaliste et vous jouez très bien votre rôle. Vous posez la question, est-ce que la pédagogie d'intégration peut résorber l'écart entre les acquis de surface et les acquis de profondeur, alors que vous me dites que la pédagogie d'intégration ne s'occupe pas des contenus. Vous avez raison, c'est un peu une contradiction. Mais il faut savoir que dans le cadre méthodologique, cet équilibre entre l'outillage commun, l'outillage de profondeur et l'outillage d'action fait partie de la méthodologie. Et donc, au moment où nous travaillons sur les énoncés de compétences, au moment où nous travaillons sur la production des situations d'intégration, nous posons la question, est-ce que vous avez bien pensé aux 3 types d'outillage, et si vous souhaitez qu'ils soient présents, est-ce que vous les avez bien fait apparaître dans vos énoncés de compétences, dans vos situations d'intégration? Par contre, je ne peux pas dire, au Maroc, vous auriez besoin de développer un petit peu l'outillage de profondeur. Ça, je ne peux pas dire. Par contre, je peux dire, si vous estimez que l'outillage de profondeur mérite d'être davantage approfondi, est-ce qu'il est suffisamment présent au niveau des énoncés? Et plusieurs fois, les équipes de concepteurs ont été amenées à revoir. Je me souviens très bien qu'il y a certaines situations d'arabe, dans le choix de certaines situations d'arabe, dans le choix de certaines situations en français, il y a des situations qui ont été introduites justement parce que c'était un débat de société et que l'équipe des concepteurs voulait apporter ce débat-là au niveau des situations d'intégration. Même en éducation islamique aussi, il y a eu des discussions sur jusqu'où peut-on aller dans le regard critique que portent parfois certains, que proposent parfois certains supports en éducation islamique. Et là, je suis très à l'aise parce que j'ai un collègue que vous connaissez bien, parce qu'il est déjà venu souvent à Oujda, qui est Baye Hadjamar, et qui est vraiment... moi, quand lui me donne un avis par rapport à l'éducation islamique, pour moi c'est le rempart, quand il me dit on peut aller jusque-là, il n'y a pas de problème, on peut y aller, parce que je sais qu'il n'acceptera jamais d'aller un iota plus loin que ce qu'on peut aller. Et donc, je lui fais totalement confiance sur ce point. Alors, vous posez aussi la question, est-ce qu'il y a des conditions à mettre en place pour réussir l'individualisation? Je voudrais vous dire qu'on parle beaucoup d'individualisation, on parle beaucoup de différenciation. Moi, je trouve ça très bien. Mais que mettons derrière le terme différenciation dans des classes dans lesquelles il y a 35, 40 élèves, parfois plus. Et donc, je pense qu'il faut rester modeste par rapport à ce qu'on peut faire, par exemple en termes de remédiation. Moi, je dis toujours, la première remédiation, c'est le feedback. C'est donner aux élèves la bonne réponse, quand elle existe, évidemment. C'est donner aux élèves la bonne réponse. Et puis, la deuxième forme de remédiation, c'est remédier aux erreurs sur le plan collectif, aux erreurs les plus fréquentes que les élèves commettent, sur le plan collectif. Le troisième niveau, c'est de mettre les élèves par groupe de besoins et de travailler par groupe de 3, 4 élèves des difficultés qu'ils rencontrent, c'est des groupes de besoins. Et le quatrième niveau, c'est de mener une remédiation individualisée. Mais je sais que dans les 80% des classes, on ne pourra pas, les conditions en place ne peuvent pas permettre d'arriver
à ce 4e niveau de remédiation. Et je n'exige pas ce 4e niveau. Parce que si on a déjà pratiqué les 3 niveaux précédents, et même déjà les 2 premiers niveaux, c'est déjà beaucoup. Donc je crois qu'il faut rester modeste. Si les classes arrivent au 4e niveau, qu'elles le fassent et tant mieux. C'est comme tout à l'heure, on parlait des enseignants qui démarrent du complexe. S'ils démarrent déjà du complexe, il faut les encourager à démarrer du complexe, bien sûr. Il ne faut pas les amener à revenir en arrière. Donc on reste loin de l'équité. Pardon? On reste un peu loin de l'équité. Mais c'est-à-dire qu'on arrive progressivement à réduire les écarts, mais vous savez, ça fait depuis des dizaines d'années que Bourdieu, dans ses écrits, dit que l'école est le premier lieu de la reproduction des inégalités sociales. C'est pas en 1 an ou en 2 ans qu'on va changer les choses au Maroc, mais on va y arriver petit à petit, on réduit les écarts. Je crois là aussi que moi je suis incapable de proposer mieux pour le moment, et on va chercher tous ensemble, si on trouve des dispositifs qui sont plus performants, eh bien tant mieux, hein, je m'en réjouirai. Alors, votre question sur l'évaluation objective, est-ce qu'il existe une docimologie? Il faut dire que l'évaluation en termes de situation complexe est très jeune dans la docimologie. Je dirais qu'elle a une quinzaine d'années, maximum une vingtaine d'années. Hein? Donc on n'a pas encore décrit suffisamment, en nombre suffisant, pour dire qu'il y a que ce sont vraiment des avancées dans la dossier. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, de la part des grandes puissances, il y a des freins puissants, hein, pour ne pas évoluer dans... Hein, mais des auteurs comme Gérard Scalon, par exemple, sont des auteurs dont je vous recommande les écrits, parce qu'ils vont quand même assez loin dans les réflexions en termes de réflexion d'évaluation en termes de situation complexe. Alors, Madame Kawashi, vous évoquez l'outillage de profondeur, vous évoquez la transversalité. Donc, je ne sais pas si la réponse que j'ai donnée tout à l'heure sur les compétences transversales vous satisfait, mais je pense qu'il y a un réel travail à faire sur les compétences transversales. Mais ce travail lui-même, je pense qu'il doit passer par un travail sur les situations complexes. Et donc finalement, quand on travaille avec les élèves des situations complexes, que ce soit pour développer des ressources ou que ce soit dans des situations d'intégration, eh bien, on développe des compétences transversales. Le tout est de s'entendre sur un certain équilibre pour ne pas survaloriser une ou 2 compétences transversales au profit, au détriment d'autres compétences transversales. Donc il faut un petit peu réfléchir entre enseignants, vous êtes du collège, entre enseignants des différentes disciplines, pour voir un petit peu qui est plus sensible à développer quel type de compétences transversales. Et alors, Célati, elle a... Donc vous avez, vous vous êtes placé du point de vue des élèves, et je vous remercie, parce que pour moi, un des succès de la pédagogie de l'intégration, un des plus grands succès de la pédagogie de l'intégration, c'est les jours où je me suis retrouvé à la sortie de classe, des jours d'examen,